Donc ils ont commencé à travailler là, parce qu'ils venaient d'Espagne. C'est bien ça, Daniel? Oui. Et là, la famille a fait sa vie. Et dans cette vie, où je crois il était question de la vigne, à un moment donné, il y a des gens qui s'occupent de rugby, parce que dans le coin, ça ne manque pas. Il y a Narbonne, il y a Béziers, il y a tout ça. Quoi. Bon. Et les fils Herrero, les petits-fils ou les fils Herrero, ils ont été au fur et à mesure récupérés par ces clubs de rugby. D'accord, voilà. Et c'est comme ça que les 4 frères Herrero, tu rectifieras, Daniel, donc l'aîné André Herrero, qui était un international très connu à l'époque. Ensuite, il y a eu, je crois, alors, le deuxième, Daniel, c'est... Mon frère s'appelait Francis. Francis, le second. Le troisième s'appelle Bernard. Voilà. Il connaît quand même un peu mieux que moi. Hein. Bon, et le dernier, c'était Daniel. Voilà. Donc, je me disais, c'est une tribu. Hein. Il me dit, oui, il y a de ça un petit peu. Voilà. Donc, c'est une tribu du rugby, mais pas que du rugby. C'est une tribu du Sud. Bon, ça, il se trouve que je me suis occupé, avant de m'occuper des Amis d'Humanité, dans le lieu de la fête qui s'appelait l'Espace Midi. D'accord, bon, et donc l'Espace Midi, il y avait 2 incontournables. C'était version chanson, musique et tout, Charles Trenet. Et donc on a récupéré Charles Trenet un jour à l'Espace Midi. C'était homérique, parce qu'il y avait énormément de monde. Et donc il y a eu des incidents. Enfin bon, bref, je passe sur les détails. Donc Charles Trenet. Bon, après il y a eu les musiciens. Il y a eu Bernard Lubat et Michel Portal qui ont atterri là parce qu'ils étaient aux États généraux de la culture de Ralit. Et puis, il y avait le Sud, l'Ovalie, comme dit Daniel, c'est le rugby. Et bien sûr, c'était Toulon et Daniel Herrero. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé, Daniel, à l'Espace Midi, où il y a eu, je ne vais pas faire un long discours, il y a eu un moment quand même très étonnant, hein, franchement. Hein. Il y en a eu 2, juste. C'était sur les rythmes de jeu des Fidjiens. Bon, si vous connaissez ça, il expliquait à un moment donné, les Fidjiens, quand ils jouent au rugby, ils y jouent comme personne d'autre. Hein. Je ne sais pas si on peut dire des feux follets, mais enfin, bon. Et il y en a un qui, derrière, écoutait ça et qui a été saisi par ça, il s'appelle Bernard Lubat. Parce que pour lui, quelque part, il dit toujours, il y a quelque chose à voir entre le rugby et le jazz. Bon, donc, le jazz... bebop, quoi, hein, pas le jazz du Orléans. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et quand on a créé les Amis d'Humanité, tout naturellement, on a récupéré des gens qui étaient dans le jeu. Il y a eu Perron aussi, vous le verrez demain dimanche. Voilà, donc, alors l'idée, c'est que il y a eu, je suis tombé un jour, j'écoute un peu France Culture, je ne suis pas le seul, et il y a eu une émission d'1 heure sur le rugby et la philosophie. Alors, je ne sais pas comment c'était formulé. C'était une excellente journaliste de France Culture. Et j'ai appelé Jean-Emmanuel. Je lui ai dit, putain, Jean-Emmanuel, il faut qu'on ait ça à la fête de l'humain. Parce que d'abord, c'est beau, je vais dire, c'est presque romantique. Et en même temps, c'est quand même très intelligent, quoi, surtout sur les conduites humaines et tout. Et donc, Jean-Emmanuel m'a dit, oui. Alors, je finis ma petite présentation presque superfétatoire. C'est que Jean-Emmanuel, il était le bon client parce qu'il ne va pas aimer, mais je vais le dire quand même. Bon, Jean-Emmanuel, c'est un chroniqueur, éditorialiste, journaliste de l'humanité depuis assez longtemps. Bon, et quand, sans exagérer, quand on lit ses chroniques comme celle d'hier, vendredi, il a une chronique, bon, ça respire un peu la philo quand même, hein, pour parler vite. Voilà, donc je trouve qu'il était parfaitement à sa place, pas seulement pour être là parce qu'il est secrétaire national des Amis d'Humain, c'est déjà pas mal, mais aussi parce que le journalisme qu'il pratique, déjà, il y a une empreinte de philosophie. Bon, j'exagère pas, Jean-Emmanuel, donc je te cède la parole. Tout cela n'est pas faux. Daniel, tu as écrit un nombre incalculable d'ouvrages qui ont inspiré des générations entières. Mais il y a quand même une question naïve, mais qui, je sais, chez toi, va déclencher quelque chose d'évident. En fait, comment on doit te définir là, ici et maintenant? Ancien joueur, ancien entraîneur ou éducateur? Bon, à l'évidence, mon salut est amical et fraternel. Ça, c'est un premier point. Et il est sincère. À l'évidence aussi, je me sens plutôt bien d'être là. Ces 2 petits frères de route sont équipés, ils sont de grande gentillesse. Ils sont qui plus est d'un authentique tempérament
j'allais dire, de citoyen et d'humain, qui peut me séduire. Voilà, dans ce lieu-là, en même temps, dans la famille, je dirais, des amis de l'UMA, j'y m'y sens plutôt bien. Effectivement, j'ai fait un assez long bout de route depuis quasiment sa création, avec ici les 2 bâtisseurs. Bon, voilà, alors, se définir soi-même, ça serait à la fois une légitimité, tu vois, et en même temps... J'ai dit, comment doit-on te définir? Oui, à un moment... je dirais, presque a priorité, je me sens quand même de l'espèce des humains. Mais c'est déjà un gros match quand tu l'affirmes, ça. Tu vois, quand on se regarde, il se peut qu'il y en ait quelques-uns, mais enfin, il se peut qu'il y en ait quelques-uns qui soient encore que sur la route de l'humain, non? Non, tu serais d'accord ou quoi? Non, tu vois? Non, mais il me semble-t-il que je me définirais quand même prioritairement dans cet angle-là, quoi. Et ben, je sais pas, et presque de façon anecdotique, mais j'ai un ou 2 amis, moi, qui furent mes maîtres, je pense à Michel Serres, peut-être ça vous dit quelque chose, enfin, qui me disaient, attention Daniel, quand on se prétend humain, souffle, respire, détends-toi, réfléchis, hein. Tu vois, parce que la route est complexe, la route est assez longue. Ça fait un moment qu'elle semble avoir commencé, tu vois, plusieurs, on dira 3 millions et demi d'années, si on écoute Coppens qui a découvert la petite Lucie. Enfin, tu vois, et quand on regarde, par exemple, cette salle où mes joueurs de rugby tous les dimanches, je me dis, il y en a qui vont lentement sur la route. Enfin, bon, tu vois, non, surtout avec mes joueurs de rugby, quoi, et même un peu, pas beaucoup. Mais enfin, bon, donc je me définirais comme ça. Mais c'est déjà un vrai sujet, parce que je ne sais pas, si tu dis ça, tu dis quoi derrière? Tu dis cette espèce-là, elle a quelques caractéristiques. Je ne sais pas, on n'est pas des spécialistes, tu vois, ni des anthropologues, ni des ethnologues, et à plus forte raison des généticiens avertis. Mais enfin, bon, on pourra dire qu'elle a quand même quelques aptitudes, et c'est sa définition à se reproduire, c'est un attribut malgré tout de l'espèce des vivants humains, quoi. Et après... je lui verrais un truc ou deux, moi, qui d'entrée de vie, pour moi, se caractérise, c'est, je sais pas, je vais le formuler de façon un peu philosophique, mais sans faire le bouffon, hein, qui serait, j'ai la sensation que cette espèce, elle est d'une asocialité socialisante. Alors c'est une bouffonnerie intellectuelle, ça. Non mais tu vois, ça va, tu roules les caisses ou tu parles de quelqu'un d'autre. Non mais, ça veut dire qu'elle vit avec d'autres, mais quand même qu'elle se préoccupe beaucoup de l'individu, quoi. Tu vois ça? Qu'elle est quand même grégaire ou sociale, elle vit avec d'autres. L'humain, il me semble qu'il vit avec d'autres. Et moi, cette composante-là, très tôt, pour X raisons, sans doute, peut-être purement génétique, je ne sais guère, probablement culturelle, tu vois, tu disais... Je ne sais pas, moi je suis issu d'une famille nombreuse, mon papa ils étaient 12 à la maison, ma maman ils étaient 24, tu vois, tout autour de moi c'est des grands groupes, c'est des familles nombreuses. Bon, je n'ai pas radicalement à réfléchir sur le sens des richesses qui va avec ça, mais je vois l'abondance de mon trajet, moi, l'abondance des autres dans le périmètre. Je vois la considération des autres dans le périmètre. Je vois quelque chose, tu as dit un peu tribal tout à l'heure, et j'aime bien le terme, je vois quelque chose, moi, dans ma route, qui est plutôt sur le grégaire communautaire, quoi, tu vois. Et c'est pas pour faire une bouffonnade non plus, hein. Grégaire communautaire, ben, je vois que je vis avec un troupeau, et vous et moi, hein, et je vois quand même que dans ce troupeau, pour un certain nombre de raisons, se créent des formes de liens, quoi. Des formes d'attachement, des formes de considération. Tu vois, il se crée dans la vie de cette espèce. Et moi, ça, je ne sais pas. J'y bondis dedans, gouléant. Non, mais gouléant. Mais ça m'a rendu compte. Je bondis dans l'aventure des autres, gouléant. Voilà. De ma famille, de mon école. Je suis bien quand je suis avec les autres. Tu vois. Je ne sais pas, j'en tire pas gloire, hein, mais vraiment pas, quoi. Mais je le ressens comme une évidence. Je vois bien aussi que de temps en temps, je peux me boursoufler de mon ego, même minot. Tu vois ça? La socialisation qu'il y a au sein d'une socialisation d'humains. Tu vois, c'est qu'à un moment, collègue, je vois le rapport que j'ai à moi-même en tant que personne, en tant
je ne sais pas, potentiel narcissique développé. Tu vois, mais en même temps, je me sens prioritairement de cette aventure. Et donc, ça va vite m'amener, je ne sais pas, je vais à l'école et j'aime plutôt bien l'école. J'aime plutôt bien ceux qui transmettent à l'école des savoirs qui enrichissent le monde. Mais je ne me sens pas éducateur quand j'ai 10 ans, quoi. Mais je me sens assez vite éducateur, je ne sais pas, je ne bouffonnerai pas non plus. Mais quand je suis Benjamin, tu vois, Benjamin, tu vois, c'est 10 ans, quoi. Mais je suis capitaine de l'équipe des Benjamins. Mais j'en tire pas gloire, je ne sens pas que je deviens un leader absolu, tu vois, de l'aventure de la balle ovale et ses rebonds impertinents. Mais bon, cette dimension d'être dans un collectif, d'être acteur du collectif, elle me rive. Et ça va déboucher, je ne passe pas le réveillon dessus, mais ça va déboucher fatalement sur l'idée d'une certaine considération de la transmission et de l'éducation, je dirais, quoi. Tu vois? Voilà. Et en même temps, on va t'en voir que ça tombe bien. Moi, j'aime bien le groupe, j'aime bien les collègues, j'aime bien les copains, ceux avec qui je partage le pain, tu vois. J'aime bien. Et mes parents, mon père tripotait un peu de la balle ovale, pas loin de chez moi, il y a un club, on m'y amène. Oh putain, oh, je tombe dans un bain de jouvence. Je tombe dans une gratification constante. Oh, je touche un ballon, je me régale. Je fais une passe à un collègue, je me régale. Le collègue, il me fait une passe, je me fais emplafonner par un adversaire, je me régale encore. Non, mais tu vois cette métaphore. Bon, faut-il encore oser le formuler? Je ne me sens pas. Et même après, je comprends pourquoi, quand même, quand le collègue il me fait une passe, je me fais emplafonner, il y a des choses derrière la passe, quand même, tu vois. Oh putain. Et tu veux que je te dise? Non, mais l'idée que le lien, il est un essentiel de la vie, ça m'habite et ça me nourrit. Et ça me nourrit. D'aucuns définiraient ça comme un, je ne sais pas, il faut faire un peu très attention, hein, tu vois, le mot, quand tu n'arrives pas à définir et que tu vas chercher, je ne sais pas, la passion de l'autre. Non, mais, je vois bien que ça peut être couillon, je vois bien que ça pourrait, aux yeux de quelques-uns, être suspect, tu vois, je vois bien que ça pourrait même, tu vois, une formulation, je ne sais pas moi, comment on pourrait dire, tu vois, melonnante. Cette melonnante, ça veut dire que tu prends le melon, tu vois, moi j'aime les humains, quoi, tu vois, ça va, souffle, respire. Je pense qu'ici il y en a quelques-uns, hein, là, probable. Bon, mais pas certain, mais enfin, probable, hein, probable. Non, parce que c'est un match permanent, hein. Bon, enfin, et donc, tu vois ça? Eh bien, je me trouve dans un grand groupe où, je ne sais pas, hein, mais l'idée de la rencontre avec l'autre, quand il est un adversaire ou un partenaire adverse, tu vois? Quand il est un adversaire, quelqu'un chez qui je mesurais, mais qu'il est aussi un partenaire adverse. S'il n'est pas là, je n'existe pas. Si je ne joue pas avec lui, je m'emmerde. Et tu vois, et en même temps, si je ne le rencontre pas pour savoir un peu ce qu'il a dans son ventre et ce que moi j'ai dans le mien, ça ne va pas trop le faire. Bon, cette idée-là me plaît. Et alors, le grand groupe, putain, mais le grand groupe, moi j'adore la mêlée. Les démêlés aussi, putain. Non, mais tu vois un peu, parce que des fois la mêlée génère des démêlés. Non, mais la mêlée qui est quand même qui est le prototype de la socialisation sacrificielle. Pense à ton micro, Daniel, s'il te plaît. Oui, mais enfin. On entend. Non, mais tu vois. Non. Non, mais quand je te dis une phrase presque poncif, tu vois, une phrase poncif qui est la mêlée et, tu vois, et je ne sais pas. Si je dis la mêlée, le mot, c'est un mot commun, c'est un substantif du monde, mais en même temps, il signifie quand même quelque chose qui est vite directement lié, par exemple, au jeu de rugby, à l'évidence. Quand je te dis la mêlée, pour moi, c'est l'essence du monde, ça veut dire souffle, respire, c'est une philosophie à 2 balles. Et pourtant, tu vois, le groupe, quand il se tient, quand il n'en manque pas un seul à l'appel, quand il n'y en a aucun qui baisse les yeux, quand je sais que tu es là, que je n'ai pas besoin de me retourner, quand je sais que qu'à un moment, quand nous sommes ensemble, et si vraiment nous sommes ensemble, mais c'est encore un truc très largement difficile à tenir, ça, hein. Tu es ensemble, tu vois, je me fatigue moralement et presque philosophiquement en tant qu'humain, même pas de nous, ici, peut-être enfants communistes, tu vois, ou de ce monde-là, mais allez, tous ensemble, on sera plus forts, tu vois. Non, c'est pas servi nature, collègue. Non, c'est pas servi nature. C'est un objet de vie. C'est un fond moral.
C'est une manière d'être qui se perçoit dans l'instant. Et pour moi, par exemple, la mêlée, tu vois, dans un jeu étrange, hein, un jeu où la balle n'est même pas ronde, que les rebonds et le rebond sont impertinents, tu vois, dans un jeu étrange, eh bien, il y a le sens du groupe fusionnel comme la loi sacrée de l'aventure. Oh putain! Oh putain! Alors je conçois que les mecs qui se font des passes dans des jeux divers, quoi, tu vois, des mecs qui se transmettent un objet dit transitionnel, qui crée du lien, qui crée un peu comme ça des attachements, tu vois, je te fais une passe, copine, ça va. Faut faire attention au mot passe d'ailleurs, hein, putain. Non mais ça m'intéresse quand même, tu vois. D'abord, sans faire le bouffon, parce que le sujet est au cœur. Le sujet est au cœur. Le sujet, c'est moi et les autres, c'est vous et les autres. Et le sujet, c'est et qu'est-ce qui fait que quand il y avait les autres, ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, quoi. Voilà. Il faut qu'il y ait un certain nombre de choses au milieu. Ces choses, ça peut être des techniques, ça peut être des projets, ça peut être, je ne sais pas moi, des cultures. Et ça peut être pour moi, par exemple, une seule balle qui fait que quand cette balle circule avec mes amis, eh bien, ça me donne la sensation que je suis dans une aventure humaine colossale. Voilà. Bon, le mot pas, c'est quand même, j'y reviens, parce que le mot pas, c'est le mot pas au féminin. Hein. Non, c'est le mot pas au féminin. Ça peut mériter débat. Non, mais c'est qui. Si. Le mot pas, c'est un mot féminin qui veut dire aller vers l'autre, quoi. Aller vers l'autre, combler une distance. Tu vois, combler une distance en allant vers l'autre. Et un peu au féminin, quand même. Ce qui fait que d'ailleurs, le mot passe. Par exemple, quand j'étais petit, je voyais deux sens. Le sens du rugby et le sens de la nuit après. Non, moi j'habite à Toulon, tu vois. Notre ville avait quelques caractéristiques étranges, en l'occurrence que les militaires y ont pris le pouvoir depuis des années, ce qui nous a fatigués par certains instants, mais en même temps que dans la ville de Toulon, un immense quartier près du stade qui était mon pré, un immense quartier, tu vois, qui s'appelait Chicago, donné aux gens de la marine à des degrés divers, tu vois, de l'ordinaire mataf, c'est-à-dire le matelot, jusqu'aux plus aguerris de la compétence militaire, tu vois, leur donner quelques occasions de s'affrioler autour de gorgeons et un peu des sensations libidinales, tu vois. Bon, pour moi, le mot passe, il avait ces deux étrangetés-là, mais il était toujours lié à quelque chose qui crée du lien, et même, n'en prenez pas ombrage, mesdames en l'occurrence, tu vois, mais même dans tous les sens du terme, qui génère potentiellement du plaisir, et peut-être en conséquence, c'est qui est un gros sujet, du bonheur. Oh putain, chaque fois que je te fais une passe, oh, putain. Alors le problème, c'est que dans l'aventure de ce jeu-là, la passe est dans l'aventure initiale, pour ne pas dire initiatique, tu vois, de cette pratique-là qu'on appellera le rugby, eh bien, ce sens-là de la passe, il est au fondement de l'aventure et il tombe dans mon cœur comme une joie ad vita aeternam, je dirais, tu vois, la joie de la passion, et en même temps, évidemment, la passe, en même temps, l'instant où il y a moins de passes, mais où il n'en manque pas un seul à l'appel, où la fusion s'effectue, tu vois, la fusion et le partage, le don absolu s'effectue par la liaison, tu vois, des corps, par exemple, la mêlée fermée. Alors moi, ces deux mondes-là, ben, honnêtement, je vais en faire ma vie. Je vais en faire ma vie pour me régaler et passer une belle jeunesse, et je vais en faire ma vie parce que je considère, sans aucun doute, que cet outil-là, cet objet-là, cette pratique humaine-là, elle mérite d'être défendue au patrimoine mondial de l'humanité. Daniel, évidemment, il y a le rugby dans ta vie. Moi, j'ai tendance à penser que ce n'est pas un sport comme les autres. D'ailleurs, j'ai noté la fameuse formule, tu sais, sport de voyous pratiqué par des gentlemen, le truc de base, comme ça qu'on définit un peu le rugby souvent. Et puis, il y a cette célèbre expression, elle peut s'interpréter de la manière suivante aussi, pour parler de la jeunesse de ce sport, qui, encore une fois, n'est pas n'importe lequel. Un sport réservé à une élite, n'ayant pas besoin de tirer des revenus de sa pratique. Vous l'avez entendu? Je pense que ça s'est dit. Je pense même que ça s'est pensé. Je pense que ce n'est pas le souffle initial de l'aventure du jeu. Tu vois? Il y a le mot élite au tout début de l'analyse qui est ce sport est plutôt à mission 2, orientation élite, ou tout au moins il va s'avérer dans sa naissance, dans sa germination, je dirais, ou dans sa fécondation, tu vois, jusqu'à devenir une pratique, quoi, dans des lieux, quoi, un collège, un lycée, une université, quoi. Il est quand même, j'allais dire, ouais, fécondé.
par la up middle class anglaise. Tu vois? On n'est pas franchement chez les aristos, qui eux sont titulaires d'un certain nombre de pratiques qu'ils se réservent entre eux et qui viennent presque tous des pratiques guerrières, l'escrime, l'équitation, tu vois. Là nous sommes, grosso modo, fin du 18e, tout début du 19e siècle. Quoi. Et il y a, en l'occurrence, gloire à eux. Que je dise moi, gloire aux Anglais, ça me fait faire un effort. Ça me fait faire un effort. Ouais. Attends. Non, ils ont inventé le sport, les collègues. Ils ont inventé l'éducation à l'intérieur de laquelle, le corps, le sport, l'activité physique, la relation à l'autre, le sens du groupe dans l'effort, fait partie du système éducatif. Tu vois, ça c'est eux. Là, nous, grosso modo, nous sommes là, fin du 19e, le début, peu importe, de la civilisation industrielle, le monde qui bouge, la campagne vient à la ville, tout change fatalement, quoi. Là, grosso modo, sur évidemment des décennies malgré tout, quoi. Et grosso modo, les Anglais ont 2 grandes universités, Oxford et Cambridge, vous le savez, qui capitalisent, j'allais dire, tous ceux qui ont fait des études. Et ceux qui ont fait des études, il y en a quasiment que 2 sortes. Nous sommes là au début du 19e siècle, avant la grande aventure, entre guillemets, coloniale de l'époque victorienne. Les Anglais ont Oxford et Cambridge. Ils ont Eton, qui est le grand collège, grosso modo, colossal collège pour les aristos, l'aristocratie royale anglaise, quoi. Et ils ont un lieu dans une petite ville qui ressemblerait à Mazamet, pour lesquelles j'ai une énorme affection, comme tu dis. Non, mais j'ai de l'affection pour Mazamet, évidemment. Tu vois, non, mais tu vois, une ville qui ressemblerait à Mazamet, mais en même temps où il y a un collège. Cette ville s'appelle Rugby, et où il y a un collège immense, depuis le XIVe siècle, immense collège. Il est réservé, ce collège-là, à la up middle class, grosso modo. Le haut de la classe moyenne, on dira si ça peut se définir un peu comme ça sur des sociologies d'époque, mais tu vois à peu près quoi. Bon, on pourra dire la grande bourgeoisie, ceux qui ne sont pas des aristos mais qui aimeraient l'être, ceux qui viennent un peu du peuple mais qui font semblant de ne plus l'avoir oublié, enfin bon, tu vois à peu près. Bon, voilà, grosso modo. Bon, voilà. Et là, un collège, quoi. Et c'est dans le collège de Rugby qu'il semblerait s'être passé des choses. Mais il semblerait s'être passé ce qu'on pourrait appeler la légende qui va nous amener à cette formulation, un jeu pour une élite qui n'est pas là pour gagner la vie, qui est là pour passer une belle jeunesse, qui est là pour être un peu au contact des autres et faire en sorte quand même que le goût du partage, ça s'éduque. Oh. Que le goût du partage, ça s'éduque. Tu vois, oh putain. Alors sans doute un partage de classe quand même, par ici la gamelle, rien que pour nous, mais quand même le sens de ce qu'on pourrait appeler une forme de socialisation avec réciprocité coopérante. Non, ça fait un peu beaucoup, mais tu vois, tous ces mots, ils veulent dire la même chose. Non, mais réciprocité, t'as compris, ça va, et coopérante, on travaille ensemble, merci. Bon, enfin voilà. Et grosso modo, l'émergence d'une pratique, je ne sais pas, j'arrive d'Olympie, je disais à mes petits frères, il y a 4 jours, j'étais à Olympie, ça vous dit Olympie au fin fond du Péloponnèse, bon, là où pendant 1000 ans quand même, il y avait des Jeux olympiques antiques, bon voilà. Moi, j'y suis allé un peu en pèlerinage parce que ça me chauffe de comprendre, quoi. Grosso modo, à Olympie, on se rend bien compte que pendant 1000 ans, la considération des choses du corps un peu sacralisé, les choses de la beauté du corps, les choses de la belle santé du corps contribuent au plein épanouissement, le développement d'un individu, et en même temps, quand même, que ça attaque aussi un peu l'effervescence neuronale de son ciboulot. L'effervescence neuronale de son ciboulot. Tu me suis, Ernest? Déconne pas. Non, c'est pas bouffon aussi. Ah, non. Quand tu y vas avec le trait, quand tu mets le corps dans la sauce, quand vraiment tu t'engages comme un humain, tu vois, postural, qui en même temps pense, il y a quand même des chances que tu te développes mieux. Bon, c'est une hypothèse. Eh bien, tiens-toi bien, grosso modo, dans le collège, ouais, ça va, mais tu vois à peu près l'idée, quoi. Eh bien, dans le collège de Rugby, à partir d'un certain nombre d'événements, on va considérer que des pratiques qui pourraient s'institutionnaliser, c'est-à-dire qu'on pourrait en faire des pratiques référentes, avec des règles, avec des lois, des pratiques physiques à grands groupes, nombreux. Il n'y en a pas. À Olympie, par exemple, pendant 1000 ans, il y a des jeux dits olympiques, il n'y a que des pratiques individuelles. Le javelot, le disque, la course, le char même, tu vois, le pancrace, bien sûr, le MMA. Vous voyez le MMA? Non. À l'époque, ça existait. Grosso modo, le pancrace, quoi. Le pancrace, je le tiens, je le tue. Enfin, tu vois, c'était un truc un peu rustique.
Au demeurant, ils étaient glorifiés, les mecs qui gagnaient le pancras, alors qu'honnêtement, peu cher, ça ne pouvait être que des gros consentés d'abrutis, tellement la pratique était violente. Mais bon, voilà, tu vois, il n'y avait que des pratiques individuelles. Et pendant 20 siècles, Olympie, c'est grosso modo, je ne sais pas, c'est le début du millénaire, quoi. Ça commence 700 avant Jésus-Christ, ça va 300 après Jésus-Christ. Donc il y a 3000 ans, quoi. Hein. Et pendant 20 siècles, c'est-à-dire du 3e siècle de notre ère, où les Jeux olympiques dits de la Grèce antique ont été terminés jusqu'à il y a un siècle, il n'y avait pas de pratique collective institutionnalisée, dans aucun milieu, aucun. Alors sûrement pas dans le milieu éducatif, tu vois, et alors sûrement pas dans le milieu du sport, dans le milieu du corps, pas de pratique collective. Les Anglais vont inventer ou vont proposer, je pense que c'est la maçonnerie anglaise, la franc-maçonnerie anglaise, l'humanisme romantique, tu vois, d'une pensée, d'un groupe de la pensée pédagogique, je dirais, anglo-saxonne du tout début du 19e siècle, qui va probablement proposer l'idée qu'il faut aussi que l'école se préoccupe, j'allais dire, du développement social. Enfin, c'est pas le bon mot, développement social. Qu'elle se préoccupe de prendre en considération, plus exactement, le développement relationnel du monde. C'est important. Est-ce que la socialisation d'un individu, tout à l'heure, quand je te disais, moi j'ai baigné là-dedans, tu vois, est-ce que la socialisation d'un individu, sa capacité à prendre, pour dire l'altruisme, je sais, pas la générosité, hein, mais la considération de l'autre, quoi, est-ce que ça peut s'éduquer, ça? Nous, on dit oui, mais non. Notre système éducatif, le nôtre, tous ici présents, hein, l'a peu pris en charge pendant tout le temps, quoi. C'est récent qu'on s'interroge là-dessus, relativement, quelques dizaines, on dira, dizaines d'années, quoi, quelques décennies, qu'on s'interroge sur est-ce que l'école, le milieu éducatif, l'université, les champs où nous passons tous pour essayer de nous développer en tant qu'humains, est-ce que ces champs-là, et même notre famille, est-ce que ces champs-là prennent en considération, j'allais dire, l'éducation de l'altruisme, de la relation à l'autre, de la socialisation, enfin tous ces mots, quoi. Tu vois ça? Eh bien, les Anglais, ils se disent oui. Et tiens-toi bien, je raccourcis le propos, mais ils se disent oui, et ils se disent il faut. Et bizarrement, dans les 3 ou 4 grandes écoles, ils tonnent un peu. Rugby, beaucoup. Et les grandes facs ensuite, notamment au Oxford et Cambridge, on va créer des pratiques collectives, sportives, avec très peu de règles, cathartiques. Tu vois le mot cathartique? Ouais, où tu fais sortir des choses qu'a priori elles ne sortent pas bien normalement, quoi. Tu vois, où tu fais sortir des énergies diverses, quoi. Ouais, et ils vont inventer, nous sommes là en 1820 ou 1830, ils vont mettre en place le jeu de rugby, un peu le jeu de foot, d'autres pratiques individuelles beaucoup, mais une pratique collective, le jeu de rugby. C'est quasiment la seule. Nous sommes là en 1820, 1830, avec une mission. Comment on peut faire pour faire en sorte que quand je suis avec toi, il se crée quelque chose? Tu vois tous ces mots-là, team building, l'esprit d'équipe, tu les vois tous ces mots-là? C'est à la fois des chibrounades et des immenses magnifiques. C'est des chibrounades, ça m'a échappé. Je l'ai senti. C'est une vulgarité provençale. Non, ça veut dire, c'est des poncifs, quoi. Tu vois, ouais, l'esprit d'équipe, tu vois, ou construire, ou le team building. Et pourtant, tu vois bien que ça définit des choses. Eh bien, l'école anglaise va s'en préoccuper, et elle se dit comment faire. Par le champ des idées, on n'y arrive pas bien. Nous, là. Par le champ des idées, on n'y arrive pas bien. La conviction, j'allais dire l'intelligence, tu vois, la subtilité de l'enchaînement des idées, se socialiser par la volonté. Il faut que je l'aime bien, cette dame, tu vois. Ça force, non? Ça force. C'est pas si simple. Non, quand tu passes par l'effort intellectuel pour estimer l'autre, oui, pourquoi pas, mais tu vois, ouais, il faut le suivre, lui, ouais, ok, mais tu vois, ce sujet-là, les Anglais vont le résoudre, inventant une pratique, nombreux, au départ des grands groupes, 400 contre 50, ça se passe dans le collège de rugby, un peu à IFO, un peu dans différentes universités, plutôt dans le milieu scolaire et universitaire. Voilà, des grands groupes, 400 contre 50, 83e contre 30 premières,
tu vois, les profs, les jeunes profs contre les élèves de terminale. Enfin, tu vois, des pratiques comme ça où on est un grand groupe. Alors, comment faire pour être toujours ensemble? On a dit, on les met en face. On a une vieille métaphore culturelle guerrière. Quand même, la meilleure façon de se mesurer, c'est de s'affronter. Ah bon, très bien. Tu vois ça? Donc, on va s'affronter. La meilleure façon, on est face à face, on est un grand groupe, on a un objet transitionnel qui nous permet quand même de nous faire des passes, et alors ils vont nous donner une carte blanche absolue sur la mornifle. C'est un peu excessif. Tu vois la carte blanche absolue sur la mornifle? Bon, c'est une métaphore qui mérite quand même une réflexion. Non, parce qu'on n'a pas le droit de se filer des coups de pompe. Encore que, je finirai là-dessus après, juste pour dire. Non, encore que, carte blanche sur la mornifle, ça veut dire... Tu es invité à être grand dans la balourdise. Tu es invité à être poète dans la rudesse du monde. Tu vois? Tu es invité à être courtois dans la bêtise. Ah, c'est des gros matchs. Hein? Non, c'est des gros matchs. Tu es d'accord ou non? Tu vois? C'est quand tu vois un match de rugby, même aujourd'hui. Alors imagine, je sais pas, moi quand je commence dans les années 60, quand mon père commence dans les années 40, quand mon grand-père commence dans les années 30, dans les années 30, quand tu regardais un match de rugby, il se peut qu'il y en ait un ou deux intelligents dans le lot, mais on n'est pas formel quand même, tu vois. Le degré d'engagement était assez libertaire. Je le tiens, bam, je le tue, enfin moi, tu vois. Ok. Mais en même temps, il y a comme une espèce de quête, je ne sais pas, comme une espèce de quête. Alors je ne sais pas dire de la vieille métaphore guerrière la plus noble qui serait la loi du talion. Tu t'es comporté comme un con, tu vas manger. Tu vois, celle-là, mais enfin quand même, qui est l'idée, si je veux savoir qui je suis, si tu veux savoir qui tu es, et si tu veux savoir qui nous sommes ensemble quand on va se mesurer, tu vois, et si tu veux savoir comment on est fort ensemble, tu vois, quand on va se mesurer, eh bien qu'on puisse aller le plus haut possible en évitant les 2 ou 3 balourdises. Au tout départ de l'aventure du jeu de rugby, des balourdises, il n'y en a quasiment pas. Non, quasiment pas. Tout est autorisé, de fait. Tout, et même, alors, je te le dis, parce que tout est autorisé. C'est-à-dire l'affrontement est d'une liberté absolue. Avec l'idée que si le petit frère qui a la balle, il va prendre les 15 adversaires, ou les 12, ou les 25, ou les 500, il les prend sur le rable, parce qu'ils veulent lui prendre la balle dont il est en possession, tu vois à peu près l'idée. Mais si le petit frère, il en prend 50 sur le rable, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va défendre le petit frère, quand même. Tu vois, on va défendre le petit frère, on va se mettre avec. Tu vois, on va le tenir, on va le serrer, on va le prendre, on va le protéger. Tu vois, ça va donner la mêlée. Mais la mêlée dite spontanée, qui va faire l'histoire du jeu. Puis après, on s'apercevra que c'est tellement bon qu'on va faire même des mêlées dites ordonnées. Putain, quand il y a un petit truc, mêlée. Ah bon, très bien. Et quand on va dans le jeu, mêlée. Oh putain, on fait que des mêlées. Moi, quand je commence, il y a 60, 80 mêlées par match. Mon père, quand il jouait, il y en avait 150. Il faisait que des mêlées. Ah non, attends, non. J'ai senti une impertinence, il dit mon père était maladroit. Je m'excuse. Je m'excuse. Attends, je te le raconte parce que je l'aime. Vous permettez? Non, mon père, cher. Non, donc je pense malgré tout que l'insémination, tu vois, génétique a généré quand même chez moi une espèce de généalogie goulayante pour les choses du groupe et pour les choses du rugby, en l'occurrence. Mais en même temps, quand même, mon père. Alors mon père, tu comprends, il faisait ça mêlée. Il jouait un peu dans le paquet d'avant, il faisait des mêlées. Et on dit, les anciens m'ont raconté que mon père n'était pas trop mal en mêlée, par exemple. Il était bon joueur de mêlée. Mais on dit, par exemple, que mon père, qui jouait en 2e division, tu vois la 2e division, pas mal. Pas trop mal, pas top, mais enfin, bon, un petit joueur de rugby quand même, le Padre. Petit joueur de rugby, tu vois, 2e division. Et mon père, on me dit, il a joué 10 ans en 2e division. Et les anciens du village, que j'ai rencontrés évidemment un peu plus tard de ma vie, enfin, il y a longtemps déjà, mais les anciens du village m'avaient dit, ton père, il avait fait une passe en 10 ans de carrière. Si tu réfléchis bien, c'est peu. Le Padre, il avait fait une passe, putain. Mon père, amputé de la transmission, putain. Mon père taiseux. Père taiseux. Ouais. Ma mère conteuse, quand même, tu vois à peu près. Mais mon père taiseux, mais mon père n'aimait pas les mots, quoi. Et alors, c'est vrai qu'il a fait qu'une passe. Je me renseigne auprès des anciens, et les mecs, ils me disent, oh, il a fait qu'une passe. Et d'ailleurs, quand il avait fait la passe, les mecs lui avaient dit, bon...
tu aurais pu garder la balle, hein, tu vois. Tu vois? Oh, histoire vraie, enfin, à la toulonnaise, mais vraie quand même. Alors attends, pour finir sur la petite facétie paternelle, et l'espièglerie et pas la méchanceté, comme tu l'imagines. Alors mon père, les anciens me racontent, une passe en 10 ans. La passe qui est le sujet majeur de l'aventure humaine avec de l'aventure du rugbyman. Sujet majeur, une encyclopédie à écrire, tu vois, et à vitaliser, quoi. La passe. Mais bon, mon père donne sur la passe mort. Mais alors on me dit, ton père, par exemple, au coup d'envoi du match, vous voyez ce que c'est un coup d'envoi de rugby? C'est un mec, Wilkinson, au milieu du terrain, comme ça, avec ses collègues à lui, sa couleur à lui. Il donne un coup de pied qui monte au haut en général. Il monte au haut, puis il redescend doucement. Et là, il faut quand même que quelqu'un de l'adversaire l'attrape. D'ailleurs, les mecs, quand ils sont dessous, ils disent, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Tu vois, non, il n'y a pas de vent, tu vois, il n'y a pas de vent. Prends le... Non, Tu vois l'idée. Alors mon père, quand son équipe tapait le coup d'envoi, quand c'était son équipe qui le tapait, tu vois, et que l'adversaire hésitait un tantinet, alors vous avez remarqué, aujourd'hui, c'est souvent une des plus belles postures esthétiques du jeu de rugby, quand le mec saute au haut, comme ça, au coup d'envoi du match, pour aller prendre un ballon à 3,80 m ou à 4 mètres, comme ça, tu vois, avec des collègues qui le protègent en bas, tu vois ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas des mecs qui le protégeaient. Et quand le mec levait le bras pour essayer d'attraper la balle, parce qu'à l'époque, il faisait autant de tête que ce qui prenait le ballon, mais ben, pour essayer d'attraper la balle, mon père, quand il montait comme ça, tu vois, qui voyait le plat de côte de l'adversaire, ouh, il était gouléant. Et les amis qui jouaient avec lui m'avaient dit, des fois il criait en courant, laissez-moi le... Tu vois, pas très joli. Cette métaphore de mon pater un peu rustique à l'impact, généreux à l'impact, tu vois, me laisse penser que mon père était courageux. Me laisse penser, en extrapolation probable. Et j'aime bien le penser comme tu l'imagines. Et encore aujourd'hui, peu cher, tu vois, ça me met une vibration, tu vois, déstructurante ou merveilleuse. J'aime penser que mon père était courageux. Je conclus cette histoire-là. Mais dans l'aventure du jeu, ces deux dimensions, de la passe et du courage, vont être au cœur exclusif, unique, de l'aventure du rugby. Tout le reste, on s'en fout. Tout le reste n'a pas de sens. Tout le reste n'a pas beaucoup de sens. Honnêtement, la belle attaque classique, pourquoi pas? La double flexion-extension sur une mêlée, sûrement. Tu vois, la montée défensive sur la pointe, la couverture, pourquoi pas? Tu vois, la double sautée avec une stratégie de concentration de l'adversaire dans le côté fermé pour le déborder du côté ouvert, pourquoi pas? Tu vois, en général, ça emmerde, comme toutes les techniques. Tu vois, ce qui n'emmerde jamais le monde, c'est quand le cœur vibre, madame. Tu vois? Et sur un terrain de rugby, chaque fois que tu vois des joueurs enthousiastes ou des cœurs vibrants, le match est magnifique. Le match est magnifique. Tu vois? Et chaque fois que tu vois des passes bien faites, dans le timing juste, un but de pénalité à la dernière minute, tu as fait l'euro, tu as bu une bière, tu as passé un bon moment correct, et les joueurs sur le terrain ont gagné quelques sous, quoi, voilà. Comme passionné de sport et après 35 ans de journalisme, j'ai toujours été étonné de quelque chose, et sans provoquer une réaction en chaîne chez toi. On utilise le mot philosophie que pour dire « Ah, là, il y a une philosophie du jeu. Oui. » Tu sais, comme pour signifier « Là, il y a une pensée tactique, schéma, etc. etc. » Mais on utilise plus rarement le mot quand on parle du sport en général. On ne parle pas de philosophie du sport ou de sport. Toi, par exemple, comme quand tu as des minots entre tes paluches et ton cerveau, là, tu formes des athlètes ou des hommes, des femmes? Elle est bonne, mais elle est couille, la question, quand même. Enfin, non, mais elle est bonne. Quand tu t'adresses à des enfants, fils d'hommes, filles d'hommes, tu vois, comment pourrais-tu considérer qu'autre chose que ce ne sont que des ciboulots à partir desquels il va falloir que tu mettes quelques éveils, quelques connexions neuronales, quelques curiosités, tu vois, pour générer peut-être un affinement de la pensée, pourquoi pas, tu vois. Mais pourquoi pas aussi, quand ils apprennent à courir, s'ils ne tombent pas,
tu vois, s'ils sont capables de se déplacer un peu coordonnés et que ça met, je sais pas moi, à l'attitude corporelle, au développement corporel, quelque chose qui est assez harmonieux, assez épanoui, et peut-être même assez beau, voilà, bah, fatalement. Mais j'avoue, une forme de persécution, encore une fois, intellectuelle et morale, et peut-être même philosophique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on emploie ce terme, tu vois, tu lis un compte rendu sportif, on voit que Toulouse a gardé sa philosophie. Ils les ont bougés en mêlée fermée, ils ont bénéficié du fait que l'adversaire a joué à 14, et à la sortie, ils ont marqué une pénalité à la dernière minute, ils n'ont pas marqué un essai dans les 5 derniers matchs. Bon, ouais, leur philosophie qui est de gagner, quoi. Ouais. Non, mais c'est pas méchant, je leur rends de guerre, quoi, tu vois. Comme j'aime un peu les mots, et puis en même temps je suis là en particulier. Dès que tu vas sur ce champ-là, tu commences à comprendre malgré tout, et même si on le... Ah, c'est mieux, effectivement. C'est mieux. Ça fait 2 heures que vous n'entendez pas de fait. Je recommence. Bon, alors je te disais, à rugby, dans le collège... Non, ben, j'aurais... Je ne sais pas où j'en étais, mais... dans Toulouse. Non, le mot philosophie de jeu. Bon, tu vois bien que cette espèce de je sais pas, de galvaudage, même de médiocrité intellectuelle. Tu vois, quand la philosophie de jeu est synonyme d'une technique. Tu vois? C'est-à-dire quelque chose qui se comprend, qui s'analyse, qui se monte, qui se démonte, qui relève d'une logique, qui relève d'un apprentissage, qui relève d'un labeur souvent, d'où le travail, quoi. Tu vois, la philosophie du jeu, c'est la technique du jeu, c'est la stratégie de l'équipe, c'est le contenu efficient, ce qu'ils savent faire, tu vois. Ok. Non, la philosophie d'un collectif, ou la philosophie tout court, c'est l'interrogation permanente sur le sens que porte ton action. Quoi. Voilà. L'interrogation permanente sur le sens que... Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu te regardes le nombril comme une bête sauvage? Qu'est-ce que tu fais? Tu penses qu'à toi là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu gardes la balle et qu'il y a tes 3 collègues démarqués? Pourquoi tu fais le bonjour à ta copine dans la tribune alors que nous on est en train de se faire casser la tête 3 minutes à côté? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Une passe dans les pieds à un collègue, tu as l'impression qu'il est... c'est un nain ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois ça? Grosso modo. Alors, par exemple, je reprendrai un peu en tempérant. Par exemple, le mot de philosophie accroché au rugby, malgré tout, on voit qu'il a ce sens un peu profond de l'interrogation. Alors, ces mots-là sont toujours très délicats, mais je veux dire de la valeur fondamentale, la valeur, l'esprit, l'âme, tous ces mots-là qui veulent presque dire la même chose, qui sont de l'impalpable, qui relèvent de la foi, dont on n'arrive jamais à savoir quel est l'organe qui les fait travailler. Tu vois, qu'est-ce que c'est qui te fait travailler ton esprit? Ton cerveau, c'est probable. Ton intestin, c'est certain, collègue. Hein, tu vois? Qu'est-ce que c'est qui fait travailler ton âme? Qu'est-ce que c'est qui fait travailler ton goût de la créativité? Qu'est-ce que c'est qui fait travailler ta quête permanente du beau? Putain, qu'est-ce qui te fait travailler le goût de faire quelque chose de beau qui donnera du bonheur aux hommes? Putain, moi après, le trèfle, ouais, j'adore. La passe juste, j'adore. La double sautée, bien sûr, j'aime, tu vois ça. Mais là, alors, putain, et on est sur quel champ, là? On est sur quel champ quand il faut le travailler, ça? Tu vois? Pour moi, on n'est jamais sur le champ de la réponse. On n'est jamais sur... Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire pour que tu aimes les humains, collègue. Non. C'est comme ça qu'il faut faire pour que tu aies une relation à l'autre basée sur la confiance, la respectabilité, tu vois. Voilà. Dis-moi, définis-moi la générosité, je vois bien à peu près, mais dis-moi ensuite comment on fait dans la vie pour être généreux dans un comportement, en l'occurrence dans ton travail. Le jeu de rugby, il est incroyablement pensé pour incroyablement stimuler la relation avec ton propre courage et la relation avec ta propre solidarité du monde. Voilà. Après le reste. Mais moi, ça, honnêtement, ça... j'en fais acte de vie, quoi. J'en fais acte de vie. Et quand on dit combat dans le rugby, on dit autre chose que la lutte physique? Alors quand on dit combat, quelques petits frères au demeurant dont j'ai accompagné la route et dont je me suis senti solidaire, quand il faut définir les pratiques, tu sais, bon, les pratiques collectives par rapport aux pratiques individuelles, merci, ça va. Et encore que, on peut toujours discuter. Mais... Et puis après, tu as les pratiques collectives. On voit bien que le rugby, c'est pas le volley. Merci. Tu vois?
Alors, tu as les pratiques collectives de combat. Ben, les volleyeurs, ils se filent sur la tronche, mais il y a quand même un filet, donc ça ne t'entame pas la couenne ni le blaire. Bon, ben, donc ça s'est défini comme ça, depuis longtemps, comme pratique collective de combat. C'est pas con. Mais il y a des mecs qui te disent, moi, le combat sur un terrain de rugby, ouais, j'aime bien, mais enfin, je préfère passer à travers, je préfère quand on ne m'attrape pas. Hein. Non, mais il y en a beaucoup, hein. Et même les meilleurs du monde sont des mecs qui préfèrent qu'on ne les attrape pas. En d'autres termes, la dimension du combat, elle est quand même inhérente au jeu, elle est pensée pour ça, puisque je te disais au début, quasiment la première règle, c'est carte blanche. Et je ne t'ai pas dit un truc qui était merveilleux. Au début, l'aventure du rugby, quand il est structuré grosso modo dans le collège de rugby, un peu à Eton sans doute et un peu à Oxford et Cambridge. Et les premiers pratiquants, les premiers matchs, les quelques premières années, ça dure 7-8 ans, les capitaines qui jouent les deux matchs, ceux d'Oxford et de Cambridge, se mettent d'accord avant le match. Ils disent aujourd'hui comment on joue. Aujourd'hui on joue avec les pieds, avec les mains, d'accord. On peut se rentrer dedans. Ok, bon, très bien. Ils font quasiment leurs règles, tu vois. Et surtout ils se disent, bon, on joue combien de temps? On joue 1 heure, 1 heure et demie, bon, comme tu veux, ça va. Oh, 1 heure, on joue 1 heure. Et on dit aux collègues là-bas, on dit, à 5 minutes de la fin, tu feras sonner une cloche, ou tu siffleras, ou tu feras du bruit, ou tu sortiras un drapeau, et ça sera les 5 minutes, comme dirait Léonard Cohen, de l'Alléluia. Alléluia. Tu vois? Et là, pendant 5 minutes, carte blanche absolue. Absolue. Là, tu peux les finir à l'ancienne, avec les pieds, tu vois, une carte blanche. 5 minutes cathartiques reconnues comme d'intérêt social. Ou éducatif. Magnifique, non? Bon, parenthèse terminée. Donc, juste pour dire quand même que le combat est au cœur de l'aventure. Mais si tu regardes le combat, je ne veux pas faire le bouffon, mais ça vient de coups ensemble, battre, se rentrer dedans, tu vois, se mesurer, s'affronter. Hein, ouais. Le combat, c'est quand même une épreuve où la rudoyance et la légitimité. Tu vois? Et dans le rugby, la rudoyance va être tolérée dans l'affrontement physique. Et là, on voit quand même, malgré tout, j'allais dire, le législateur qui pense que le combat peut porter des vertus éducatives, il peut les porter, mais quand même, il va falloir faire gaffe. Parce qu'on vient tous de la guerre meurtrière et mortifère. Tu vois, et que ça, c'est le fond quand même du combat de l'espèce humaine depuis 3,5 millions d'années, quoi. Chaque fois qu'on va vers la destruction, on est encore perdu dans notre aventure, quoi, tu vois. Et comment on peut aller vers la construction? Et ils vont inventer une pratique où la combativité se devra d'être excellente sur le plan moral, excellente. Tu vois, et en même temps, qu'elle soit très très haute. D'où l'idée qu'elle ne peut pas faire appel. Si tu viens sur un terrain de rugby, sache que ça va monter haut, et malgré tout qu'il faudra quand même que tu sois un peu maître de toi, grosso modo. Hein. Voilà, en d'autres termes, donc c'est incontestablement un sport de combat, mais il porte la potentialité recevable, respectable et incroyablement ignomineuse de faire en sorte que se mesurer à l'autre, c'est l'hypothèse de le détruire et que ça peut se penser légitimement. Sur un match de rugby, très souvent, la domination physique de l'adversaire reste une loi éperdue. La domination physique de l'adversaire, la souveraineté sur la santé de l'adversaire, le développement de mon agressivité de domination, tu vois, très suspecte dans le fond moral, on peut quand même aller la voir à un assez haut niveau de pratique, ce qui est le cas par exemple des plus grands joueurs du monde, tu vois, tout en respectant quand même un certain nombre de lois morales qui font que le jeu de rugby aujourd'hui, dans une pratique sociale, quoi, il est quand même un jeu d'une incroyable combativité, il génère une puissance, un appel à l'agressivité constant, et en même temps, il se veut, malgré tout, ce que je crois encore et pour laquelle je le défends, de grande courtoisie, quoi, voilà. Daniel, quand on t'écoute, évidemment, on pense au mot valeur. Bon, c'est logique, c'est logique. On pense aussi à aventure collective, évident. On pense à aventure humaine, encore plus évident. Et j'ai une question perfide à te poser. Est-ce que la morale a à voir avec le rugby ? Non, plongeons complet dans l'âme philosophique, de fait. Est-ce que la morale a à voir avec le jeu ? Bon, je ne rentrerai pas. Non pas par goût,
mais peut-être par incompétence, dans le grand sujet de la morale. Grosso modo, on restera sur une allure générale qui est le bien et le mal comme une confrontation permanente dans ce que tu fais. Et tu vas me dire, Daniel, mais il faudrait quand même que tu nous définisses ce qui est bien et que tu nous définisses ce qui est mal, tout au moins à tes yeux. Donc, et le jeu de rugby, alors, le jeu de rugby, moi je dirais les pratiques sportives, les pratiques corporelles, mais le jeu de rugby en particulier dans ce monde-là, il en a fait quand même un champ de conquête, ou tout au moins un champ d'interrogation. Non, chaque match a sa morale, je t'assure. Et chaque match, les joueurs savent qu'il a sa morale. Y compris le petit. J'ai vu des collègues là, des éducateurs, tu vois, y compris le petit. Il est bien rare qu'à la fin d'un entraînement de mini-poussin, va voir un peu, vous avez bien joué, vous avez joué ensemble, qu'est-ce que vous avez fait qui a été porteur ou intéressant pour toi, tu vois, dès que tu vas un peu là-dessus, dès que tu interroges sur le sens de fait, tu vois, très vite tu vas voir sortir des choses qui sont... Ça élève. Oui, oui. Alors moi je penserais que la conceptualisation de la pratique est un élément base de la morale. Parle ce que tu viens de vivre. D'où l'idée aussi, je fais une petite... Nous, notre morale absolue, alors, ici je ne connais pas tout le monde, je regarde bien quand même. Non mais il faut que je fasse attention. Non. Jean du rugby, 3-4 règles de base. Tu vois, la règle du 15. On est 15 contre 15, il n'y a pas un jeu au monde, on est plus de 15. La règle de l'en avant, on court en avançant, on se passe en avant. C'est une règle sacrée pour nous, quoi. Et après, il y a une troisième règle, bizarrement, qui fait partie que des 3 premières. Les 3 premières règles, maintenant il y en a 180, les 3 premières règles de l'histoire, c'est la règle du 15, tu vois, la règle de l'en avant, tu cours en avançant, en te passant la balle en arrière. Je te la répète, hein. Tu cours en avançant, en passant le ballon en arrière. Si tu la regardes bien, cette règle, elle est quand même un peu conne. Non, non. Le mec, il court, il envoie le ballon à un mec qui ne voit pas, ou une copine qui ne voit pas. Bon. Mais gros sujet quand même, gros sujet. Je te réponds vite, la loi morale, c'est qu'on a mis les 14 autres derrière, quand même pour que de leur souffle, de leur générosité ou de ta seule idée qui sont là, tu vois, tu n'aies plus aucune angoisse du monde qui t'attend. Tu n'aies plus aucune angoisse du monde qui t'attend dans la centième de seconde ou en face de toi, un All Black mal éduqué à un fond d'écume qui dégouline dans la gorge, tu vois. Tu vois. Et quand tu le vois arriver, tu appelles ta mère, tu dis, maman, il m'a vu. Tu vois. Ouais. Le fait d'en avoir 14 autres derrière, honnêtement, ça sert, quoi, voilà. Non, la troisième règle, alors je vous le dis, c'est là que je regardais un peu le monde, la troisième règle, c'est la règle de la sacrée. Je n'ai pas fini la phrase. C'est une règle sacrée. C'est la règle de la morale. C'est la règle où le champ de la morale se stimule. Oui, on t'a vu, on t'a vu. Oh, la règle sacrée, alors je vous l'ai dit, la règle 1 de fait, la règle 1 qui fait que l'humain, de par sa complexité, nous intéresse, c'est la règle de la troisième mi-temps. C'est la règle où on va quand même essayer de mettre en mots ce que tu as pu vivre. Et essayer de mettre en mots ce que fut ton champ émotionnel, tu vois, vital. La troisième mi-temps, tu vois ce que c'est la troisième mi-temps? Ah non, mais il y en a qui précisent. Non, toi, bon. Il faut que je discute avec toi, parce que tu pourrais faire une confusion sur la troisième mi-temps. Alors non, je le dis à ton padre, ou je me le dis. Non, la troisième mi-temps, c'est pas se pinarder comme des bêtes, c'est pas chanter à la salope. Ah non, tu vois, non. C'est un champagnard. Tu la connais? Ça vient des carabins quand même, ça peut venir aussi des... Bon. Dans la troisième mi-temps, tu vois. Non, mais l'idée base du premier jour, d'ailleurs, s'il y a un jeu, s'il y a une pratique, s'il y a une liberté physique, enfin, s'il y a une activité, quoi, il faudra que derrière, quel que soit le lieu, quel que soit le temps et quelle que soit la considération qu'on fasse des choses du monde, il faudra que derrière, il y ait des mots. Il y ait des mots. MOTS, pour essayer par les mots de guérir les autres mots. Tu vois? Si, non, c'est un jeu de mots. Mais tu vois, non, sans déconner, hein, la troisième mi-temps, c'est parle.
libère, dis, conte, raconte, tu vois, ce que tu as vécu. La troisième mi-temps, elle a été sacrée pendant 2 siècles, le 19e et le 20e. Dramatiquement aujourd'hui, où le jeu est confondu avec le travail, où le travail a pris la possession du jeu, la troisième mi-temps disparaît. La troisième mi-temps, pendant un siècle, ma vie entière, de ma vie entière, tu vois, depuis que je joue au rugby, depuis que j'entraîne, depuis que... Ça va, tu vois, je ne sais pas, j'en ai vu quand même vraiment beaucoup de matchs. J'ai manqué une seule troisième mi-temps, où je suis délibérément pas allé, tu vois, mais je ne suis pas allé, quoi. Une sur, je ne sais pas, je ne vais pas dire la connerie, mais sur 3000 ou 4000, dimanche, je jouais, tu vois, une, non, ça ne se manque pas. La troisième mi-temps, c'est les 2 premières, tu as une espèce de carte blanche petitement institutionnalisée avec un certain nombre de règles et de lois qui font quand même que tu deviens un humain dans une société malgré tout, même si elle est originale, celle du sport. Et à la sortie, après, il faut qu'on parle, il faut qu'on dise. Et à la sortie, la troisième mi-temps, elle se faisait toujours avec l'adversaire. Toujours. Je te rencontre, Ernest. On joue. On se fait un match à l'ancienne. Tu vois, tu donnes cœur et âme à la fois pour ton maillot, pour tes anciens, pour toi, pour tes collègues. Tu vois ça? C'est dur, hein? C'est dur. On finit souvent entamé de la couenne. C'est dur, hein? Non, il faut qu'on parle. Parce que si on ne parle pas, le match retour, moi, je te vois arriver comme un adversaire, on ne peut pas dire comme un ennemi. Tu vois, et le match de l'année prochaine, chaque fois que tu vas venir chez moi, tu vas manger. Tu vois ça, cette dégradation-là qui existe, parce elle est perverse et fatalement, elle porte le germe de la balourdise, de la médiocrité, de la méchanceté, de la destruction de l'autre. La troisième temps, putain, libère. Mais tout le monde sait ici, c'est pas ma conclusion, mais enfin on pourrait, pourquoi pas, hein, mais tout le monde sait ici que libérer les mots est dur. Hein. Mettre des mots sur ce que tu vis, mec, putain. Mettre des mots sur ce que... tu vois, mais... Pas n'importe où, pas n'importe quand. Par exemple, la troisième mi-temps, elle se fait plutôt avec les mecs qui ont vécu les 2 premières. Ce qui m'apparaît une légitimité. Non, moi, des fois, il m'irrite de voir dans la troisième mi-temps arriver un sponsor. Il dit, ça nous plaît, nous, l'esprit d'équipe. Ouais, c'est vrai. Ouais, il a fait... Ouais, non, je suis pas contre. Petit frère de Luma, c'est autre chose. Je le sens. Ouais. Bon, enfin, voilà. La troisième mi-temps, alors la troisième mi-temps, effectivement, plutôt avec des gens qui ont participé aux 2 premières, ou les gens qui ont contribué à la réalisation des 2 premières. Nos copains, nos copines, nos amitiés diverses, tu vois, ceux qui sont un peu dans le fond moral de l'histoire. Et la troisième mi-temps, si tu ne la parles pas, elle te laisse des boules. Ça te laisse des boules. Et tu parles de quoi? Tu parles de ce qui nous est apparu respectable, ce qui nous est apparu beau, putain. Putain, ce qui nous est apparu réussi, tu vois. Ce qui nous est apparu, oh putain. Comment je dirais, tu parles de ton enthousiasme de la pratique. Tu vois, enthousiasme qui est un mot un peu fort, mais enthousiasme, tout c'est Théo, tu vois, Dieu, quoi. Enthousiasme, tu parles des choses du fond de l'âme, quoi. Sans déconner. La troisième mi-temps, c'est, voilà, tu n'es pas obligé, hein, mais voilà. Troisième mi-temps, elle est le lieu de l'expression. Non pas cathartique, mais de l'expression épurante. Tu vois, voilà. Si tu t'en vas avec quelque chose qui te reste sur ton cœur, une boulette, ça va faire mal, mec, je te le dis, ça va faire mal. C'est pas bon. C'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour le collectif, c'est pas bon pour toi. Dis-moi. Maintenant, si ça me fatigue que tu me dis, je peux te filer une tarte, mais c'est pas grave. Non, c'est pas... Grosso modo. Et alors, comme c'est dur de parler, ma mère était conteuse. Comme mon père était taiseux, j'aurais pu choisir mon père, j'ai pris ma mère. Moi, fait bon. Tu vois, ma mère était... mais comme c'est dur de parler, malgré tout, tu vois, moi qui ai traversé par les papés un peu les chemins du silence, alors, la troisième mi-temps, elle a aussi quand même cette espèce de tolérance sociale et humaine, qui est, on boit un peu des gorgeons. Et on chante. Alors maintenant, le rugbyman ne chante plus, dramatiquement. Fin d'une époque. Il ne chante plus. Parce que le chant choral, le savez-vous sans doute, le chant choral serait une voix de canard, tu vois, ripouldingue, ça veut dire pourri, tu vois, une voix de canard, dans un collectif, putain, tu peux t'y trouver bien, non? Et tu peux même avoir la sensation que, putain, une forme d'harmonie qui peut naître dans un chant populaire quel qu'il soit. On ne chante pas toujours Nabucco de Verdi, hein. Non, on chante tout autant, mais peu importe. Mais enfin, l'idée du chant, c'est-à-dire l'idée du choral, l'idée du chœur, mais avec un H, mais, tu vois, l'idée du chœur, qui est une contribution à l'harmonie, je dirais. Et évidemment, l'idée du gorgeon. Les rugbymen buvaient un peu. C'est ma conclusion, mais ça mérite réflexion quand même.
Non, par exemple, là, je vais boire un semi-remorque de bière. Là, maintenant. Tu pourrais penser que c'est trop. Si, tu le vois, tu fais demi-remorque. Ah oui, mais au moins 2 ou 3. Tu sais pourquoi? Parce que nous, la troisième mi-temps, parler, c'est dur. On a joué contre les All Blacks. Tu les vois, les All Blacks? Tu les vois. La dernière fois qu'ils ont été marrants, ça remonte à loin. Hein. Non. Tu te rappelles, le mec qui s'appelait Jonah Lomu, non? C'était, hein? Oh, non, mais 2 mètres, le mec. Bon, il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. 2 mètres. 140 kilos. Bon, tu commences à voir que le mec, il est présentable. Tu vois? Ouais. Il fait son premier match en équipe des All Blacks, il a 17 ans, il est en 5e. Tu vois, un petit retard culturel, mais des attributs incontestables, sur le plan physique surtout. Ouais. Et en plus, ce mec de 2 mètres, 140 kilos, titulaire d'un quotient intellectuel, dans un premier temps et pendant assez longtemps, mal dégrossi. Tu vois? Mais quand même, il courait le 100 mètres en 10 secondes et des poussières. Un avion. Lui, il a blessé des mecs, non pas en leur rentrant dedans, ça, il en a blessé des semi-remorques entiers. Non, en démarrant. Quand il démarrait tellement vite, des mottes de terre comme ça, derrière les pieds, que les mecs prenaient dans la tronche. Il y a des mecs qui ont été blessés par la motte de terre. Non, c'est trop. C'est une petite galéjade, mais par exemple, moi je le connaissais bien, et là ce monsieur est mort, c'était un monsieur remarquable, beaucoup moins couillon que je ne le dis, mais je t'assure qu'il y a un sujet qui me préoccupe, moi, c'est l'hématome à distance. Non, si je te rentre dedans, là, il est possible que je te fasse un hématome sur la couenne, c'est probable, non? Mais si je te le fais à 5 mètres, il y a un truc qui ne va pas, tu vois, qui est bizarre. Ou ça relève de l'enthousiasme, c'est d'un dieu bizarre qu'on ne connaît pas bien, mais qui t'envoie des trucs. Non, mais c'est vrai. Et l'homme, il te faisait des hématomes à distance. C'est-à-dire que quand tu le voyais arriver, déjà, il te faisait mal. Bon, donc, je reviens sur la troisième mi-temps et en conclusion. La troisième mi-temps restera ad vita aeternam, le lieu obligatoire tu vois, de la convivialité morale. Convivialité voulant dire, c'est là où on vit le mieux ensemble, que quand on s'est bougé le cul, on en parle, voilà, et qu'on en chante, voilà, pas plus, pas moins. On arrive presque à la fin, Daniel. Il nous reste 10 minutes, allez, on s'accorde 10 minutes. Moi, j'ai encore une question merdante, ça j'aime bien quand même. Mais on reste dans le champ de la philosophie, là. Tout à l'heure, tu parlais des humains. Bon, bah les humains, quoi. On se regarde, on les regarde avec leur générosité, leurs failles, leurs faiblesses, leur méchanceté parfois aussi. On peut acquérir une éthique personnelle. Je ne parle pas de morale là, je parle d'éthique. Est-ce que tu penses que dans le cadre d'une équipe, singulièrement avec ce jeu si spécifique du rugby, on peut acquérir une éthique collective ? Sujet magnifique. Vous avez entendu la question, les collègues? Est-ce qu'on peut donner à l'homme un champ de prospection, d'ouverture et de grandeur morale ou éthique? On verra un peu les nuances. Mais sans aucun doute, c'est le match essentiel, je dirais presque, de l'éducation. Probablement, hein. Mais est-ce qu'on peut donner à un groupe, à un collectif, à un groupe d'humains, à une entité collective, est-ce qu'on peut aussi lui donner, sans aucun doute, j'allais dire, moi je crois, non seulement je crois que oui, mais je crois à la beauté du monde de ce concept qu'on appelle l'équipe. À la beauté du monde. C'est-à-dire, je pense que là, on est presque au sommet des choses. Tu vois? Presque au sommet. Mais je vois bien que dans l'aventure collective, il y a la palanquée, le groupe, la horde, le clan, la tribu, la famille. Tu vois, tous ces mots-là. Tous ces mots, ils définissent quand même des entités. La cordée, ceux qui s'attachent. Tu vois, la palanquée, ceux qui s'attachent sous l'eau, la horde quand ils vont manger, quand ils vont attaquer l'adversaire, le clan un peu particulier quand il a des intérêts particuliers, la tribu quand on a un fond de choses dans le cœur qui semble nous réunir, tu vois à peu près? Tous ces mots définissent. Et le mot équipe, putain, le mot équipe, s'il existe, c'est qu'il a quelque chose d'un peu différent, d'un peu à part, ou tout au moins d'un sens. Il porte quelque chose.
on voit bien les analogies. Quand tu fais je sais pas, il y a peut-être des collègues qui ont écrit sur le sport, sur un sport d'équipe en l'occurrence, 10 fois tu dis l'équipe de Toulouse, après tu dis la palanquée toulousaine, après tu dis putain la tribu des amants toulousains, tu utilises effectivement des synonymes pour parler quelque chose qui est toujours une aventure de groupe, où les liens sont des différentes intensités. La famille, c'est pas une tribu, et la tribu, c'est pas une équipe. Et la famille n'est pas une équipe. La famille, c'est des liens de sang, ça définit probablement un autre mode de liaison ou d'attachement les uns aux autres, avec tout ce que ça peut comporter à la fois de beauté et de complexité, enfin, peu importe. Tout ça, voilà. Alors le mot équipe, putain. Et pour répondre à ta question, peut-on donner une identité à une équipe? D'abord, la première question, c'est quoi alors l'équipe? Et effectivement, elle se construit à partir de quoi? Je te dirais, sans faire le bouffon, mais vous savez sans doute que la langue qu'on utilise, plutôt bien ou mal, quoi, hein, mais la langue française en l'occurrence, y compris la langue occitane, celle de mon papé, et quelques-uns qui peuvent la parler sans doute ici, qui soient de Cahors, de Provence ou de Clermont-Ferrand, tu vois, même celle-là, toutes ces langues-là que l'on dit latines, elles ont 60 à 70% de racines ou de souches dites grecques et 30 à 40% de racines dites latines, ou le contraire, et peu importe. Enfin, il y a tout un socle comme ça. Voilà. Et puis il y a 10% effectivement les Anglais qui nous fatiguent. Les Anglais, bon, ouais. Oh. Quand on bat les Anglais, je fais une parenthèse, quand on bat les Anglais, on se pinarde pendant 1 an. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas battus. Hein. Ça fait 4 ans que je n'ai pas vu. Mais enfin. Bon. Donc, alors, il y a quelques mots quand même qui nous viennent, j'allais dire des Angles, ou des Saxons, ou des Anglo-Saxons. Quelques-uns, ou des Nordiques, ou des Arabes. Il y en a quelques-uns dans la langue française, entre, je sais pas, 10% peut-être. Et le mot équipe, putain, il vient des Anglais. Alors le mot, enfin, il vient des Anglo-Saxons. Le mot équipe, il vient du mot bateau. Il vient d'équipage, il vient de la mer. Il vient de la mer. Il vient de l'aventure des hommes sur la mer. Tu vois, le mot équipe, il vient de Schiff, le bateau. Schaft en allemand. Tu vois, Ship, le bateau. Ça va donner skip, le skipper, celui qui conduit. Ça va donner esquif, le petit bateau. Et ça va donner équipe. Tu vois, après, il y a des déclinaisons diverses. Donc l'équipe, c'est grosso modo un petit nombre, mais quand même assez conséquent, d'individus sur un bateau face à la tempête, quand ça craint sévère pour la vie. Grosso modo. Oh putain. Tu vois ça? La souche est là. Donc on va voir arriver quelque chose qui est du domaine du ponctuel. L'équipe, ce n'est pas une permanence, jamais. Non, ce n'est pas une permanence. Bon, c'est un instant T. Souvent, cet instant, il a un certain nombre de caractéristiques. Il est lié à une dangerosité probable. Tu vois, il est lié à une altération probable, j'allais dire, de la santé humaine. Ça peut faire mal, attention. Tu vois, le danger est haut. Et en même temps, pas grand nombre. Et dans un temps relativement réduit. Oh putain, ça définit un certain nombre de paramètres qui font que là. Honnêtement, j'ai beaucoup entraîné des joueurs et j'ai beaucoup joué. La semaine, l'entraînement, la vie sociale nous amène à des relations humaines, souvent décentes, parfois respectueuses, quelquefois conflictuelles. Tu vois, j'allais dire les troubles ordinaires des gens qui vivent ensemble et qui de temps en temps se boursouflent de l'ego ou ont envie de mettre un peu les mains dans la confiture quand ce n'est pas leur tour. Je la répète la dernière phrase. Ceux qui ont envie de mettre un peu les mains dans la confiture que ce n'est pas leur tour, ça dit Mino, c'est bleu. Enfin bon. Mais alors par contre, l'arbitre siffle le coup d'envoi du match. Tu vois, ou même un peu les temps préparatoires, quand tu montes sur le bateau, tu vois, que tu vas affronter là, quand tu arrives là, là, il y a un certain nombre d'indicateurs qui vont te restreindre du monde et qui vont donner... Alors, ces indicateurs-là, c'est ceux. Moi, je crois, par exemple, au travail comme un élément de base de la fortification de l'équipe. Je crois, mais on peut se tromper. Moi, je pense que si on le répète beaucoup, si on est maniaco-dépressif du détail, si on est soigné, tu vois, dans la composante, si on a le goût de l'excellence dans ce qu'on fait, moi, je pense que c'est un paramètre majeur qui resserre les hommes, même quand ils ne peuvent pas s'encadrer. Moi, je pense que si tu comprends que maintenant, quand c'est toi qui vas être Madartimon, tu vois, ou au coup d'envoi du match, que tu vas te faire casser la tête, mais alors à l'ancienne, hein, par des mecs qui seront contents si tu gémis au sol, tu vois, si tu vois que nous, on est là pour dire, on ne le touche pas, le petit, tu vois.
Tu vois, je pense que ça, alors grosso modo, toute la dynamique presque technique du sécure, par la technique du jeu lui-même, ou par la technique morale. Voilà. Là maintenant, dans ce temps-là, mais ce temps est court, hein, l'équipe est une exception du temps. Elle est brève. Et vous voulez que je vous dise aussi, il n'y a pas de recette pour l'équipe. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une œuvre d'art ponctuelle. C'est une œuvre d'art ponctuelle. Mais pourquoi les mecs, ils ont été champions, ils ont été magnifiques en ce moment, et 15 jours après, ils ne le sont plus, putain? Pourquoi une équipe X, tu vois, a rayonné sur le monde, on avait la sensation qu'elle portait comme ça une espèce de vitalité relationnelle, une compétence même aiguisée, et que tu les vois l'année après, quand ils se sont boursouflés de l'ego, qu'ils ont rempli les poches, ou qu'ils sont pris pour quelqu'un d'autre, que tu les vois sur le terrain errant, tu vois, et ressemblant à des Mongoliens. Tu vois, honnêtement, ça m'a échappé. Ou à des bouses, je préfère. Tu vois, honnêtement, je retire la dernière phrase au cas où, je vous prie de m'en excuser. Mais tu vois ça? Bon, en d'autres termes, ça veut dire que c'est jamais gagné. Et honnêtement, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait l'identité collective? Je pense qu'évidemment, c'est le sens du projet. On n'est pas pareil quand même quand on est dans ta rédaction, que je comprends de temps en temps agité, ou quand on est dans mon équipe de rugby, tu vois, de l'équipe de France qui va préparer un match contre les All Blacks, ou contre l'équipe de la Géorgie, je vois bien que c'est pas pareil. Mais je vois bien qu'il y a des choses devant, ces choses qui relèvent de la compétence, et l'amélioration collective de la compétence est une loi absolue du lien. Non, l'amélioration de la compétence, c'est une loi absolue du lien. Maintenant, il va falloir aussi que j'apprenne à te respecter et à t'aimer. La raison pour laquelle l'équipe ne s'est jamais gagnée, c'est que ça fluctue toujours. Voilà. Alors, Daniel, Jamal me dit qu'on a 2-3 minutes encore. Et donc, juste une dernière pour la route. Je crois t'avoir entendu, il y a quelque temps, parler du haka néo-zélandais, les fameux blacks. Ce fameux chant de guerre, qui n'est pas forcément la guerre. Bon, et tu sais très bien le faire illimité, d'ailleurs. Hein, je te fais confiance. Bon, et je crois me souvenir que ce que tu dis, c'est effectivement, première version, faites attention, on va vous couper en 4. Bon, deuxième version, on vous présente la culture d'où nous venons. Bon, qui est pas une culture de guerre, mais qui est une culture où s'exprime toute une civilisation. Voilà. J'aimerais que tu en parles. Tu as 3 minutes, s'il te plaît, Daniel. Vous avez compris que le dernier chiffre est castrateur, vous l'avez compris. Pourtant, Charles, bon, merci des questions. Merci de la question. Bon, parce qu'en même temps, vous avez entendu la question, hein, il me pose la question sur le haka néo-zélandais. Bon, quand même, c'est vu par tout le monde, c'est-à-dire le probable profane de la salle a un jour vu le haka ou les All Blacks, tu vois ça. Donc c'est une espèce de flash sportif comme ça, ou d'image sportive connue presque par tous. Mais souvent, quand même, la première image, ce qui est souvent le cas des images sportives, ou tu vois, elle est directement émotionnelle sur les mecs, a priori, quand ils font cette espèce de, je ne sais pas comment dire, de comportement collectif. C'est une danse, c'est un cri, je ne sais pas trop quel est le sens qu'ils y mettent, mais quand tu le regardes au premier degré, tu dis, ça n'a pas l'air bien fin. Non, mais le mec, il te regarde, il dit, ah. Après, il te tire la langue, ah. Et tu sens que c'est pas érotique. Ah. Il a les yeux un peu embués de rouge. Ah. Tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui ne relève pas de la courtoisie, voilà. Non, c'est vrai, quoi, tu vois. Mais quand tu es en face, a priori, on t'a pas trouvé dans la rue non plus. Non, tu vois, on dit que tu peux jouer contre les All Blacks. Bon, à tous ceux à qui c'est arrivé, bon, on sait que on peut tempérer ça. Mais enfin, quand même, c'est répertorié comme plutôt ou un cri primal, ou un cri guerrier, ou... alors, bon, tout le monde sait que ça vient de la Nouvelle-Zélande. C'est presque exclusivement réservé aux rugbymen All Blacks, aux rugbymen de Nouvelle-Zélande. Donc alors, il y a une idée base, qui est l'idée que chaque fois que tu lis un comportement humain, il t'apparaît de culture. C'est-à-dire, on a appris à faire ça, à se comporter comme ça, à vivre comme ça. Et que le haka, lui, il aura le goût ou l'idée de t'envoyer vers les racines. Mais pas les racines qui pourrissent, vers la culture profonde, vers les origines. Voilà. Le haka, c'est un chant des origines.
Grosso modo, hein. Donc quand ils se mettent en position, tu le vois, ils sortent. Jusque-là, ils sont comme toi et moi, habillés en sport, mais enfin, ils sont comme toi et moi. Ils sont plutôt éduqués quand ils sortent du vestiaire, quand ils rentrent sur le terrain. Et puis là, bon, ils se mettent en place. Là, tu vois qu'ils ont l'air un peu énervés. Bon, là, tu te mets en face aussi, tu fais semblant d'être concerné. Qu'est-ce qu'il a, ce gros con? Tu vois, enfin, même, voilà, ils se mettent en place. Puis là, ils se mettent en position. Tu l'as vu? Ils se mettent en position. Et quand ils se mettent en position, quand même là, ça change. L'humain a ça de bien quand même que sa posture, malgré tout, lui peut parler de son âme. Ah, quand le mec il se met là, tu vois bien que dans son cœur, il y a quelque chose qui est en train de se passer, quoi. Bon, alors je te le dis vite parce que Charles, tu sembles poser l'idée que évidemment ce n'est pas qu'un cri guerrier, évidemment ce n'est pas qu'une vocifération régressive, et évidemment ce n'est pas qu'un truc néandertalien, tu vois, de bourricot trouvé dans la rue qui mange 3 kilos de viande le matin au petit déjeuner. Non, c'est ça doute un peu plus. Alors grosso modo, quand ils se mettent en position, moi je ne le fais pas, Charles, je ne le fais jamais. Je pense le connaître bien ou très bien, mais c'est quand même d'une autre culture, d'une autre morale, d'une autre sensibilité. Je ne me sentirais pas bien. Et nous, Français, on ne le fait jamais. On ne le fait jamais. Non, il y a peu... on ne le fait pas, nous. On ne le fait pas. Non, c'est à eux. C'est à eux, ça leur appartient. On ne le fait pas. Bon. Mais enfin, ils se mettent en position. Tu le vois, là. Là, tu comprends que... Bon, grosso modo, l'appel à l'énergie, il est incontestable. Maintenant, il n'y a plus rien autour du monde qui va ne les préoccuper que... Tu vois, ils ont tout là. Là, ils en ont pour 1h30. Maintenant, ils ont... Tu vois. Et grosso modo, alors je te le dis, pour les initiés, il se peut qu'il y en ait quelques-uns dans la salle, pour les initiés qui ne sont pas des profanes par nature, vous l'avez compris, pour les initiés, il faut lire les 5-6 premières secondes du haka. D'ailleurs, il y a un truc assez merveilleux, mais délicat, quand même très délicat, c'est que le stade majeur de Nouvelle-Zélande, c'est à Auckland, il s'appelle l'Eden Park, ce qui veut dire le stade du paradis. Eden Park. Vous ne le voyez pas comme ça, le paradis. Moi, les 2 ou 3 fois où j'ai joué, je faisais une autre idée du paradis. Moi. Enfin, bon, tu vois, mais bon, il appelle l'Eden Park le stade du paradis. Bon, donc, ils font le haka, donc ils se mettent en place. Alors, pour les initiés, c'est dans les 4 ou 5 premières secondes. Et même pour le public, 80 000 personnes, c'est aussi dans les 5-6 premières secondes. Que tu lis la vibration. Que tu lis. Alors, tu vas me dire comment on fait. Que tu lis la sincérité profonde. Que tu lis, il y est. Tu vois? Ou tu dis, putain, elle fait semblant d'y être. Non, il y est. Tu vois ça? Putain, alors quand tu dis ça, quand même, bon, voilà. Et là, les 5 premières secondes, je te l'ai dit. Quand il fait ça, kamaté, tu vois ça là? Quand il dit ça, il dit, les grandes équipes sont prioritairement fières de leurs anciens. Il ne dit pas, on va te couper en tranches, on va te couper en rondelles. Non, non, non. Les grandes équipes sont prioritairement fières de leurs anciens. C'est autour de ça. Il appelle les origines. Dis-moi où est l'homme en moi. Dis-moi où nous sommes, nous, les hommes d'ici, tu vois. Dis-moi. C'est assez beau, j'avoue. Mais il ne fait pas le raisonnement philosophique, le mec. Hein. Tu vois. Le deuxième truc, il te regarde, tu vois, il fait kamaté. Tu le vois ça, tu te rappelles ça. Et là, il dit, les grandes équipes sont fières de voir les fils dépasser les pères. Les grandes équipes sont fières de voir les fils dépasser les pères. Quand la transmission, quand l'humain, quand il passe, tu vois, qui passe jusqu'à eux, quoi. Eux, aujourd'hui, titulaires du maillot des All Blacks, ils vont jouer contre la France ou contre l'Australie. Tu vois ça? Les grandes équipes sont prioritairement fières de leurs anciens, et quand même, elles sont très fières quand les fils dépassent les pères. Bonheur au monde. Bonheur à ceux qui vont continuer. Comment dire. Et le dernier truc, je vous dis là, alors j'arrête là honnêtement avant le semi-remorque de bière. Le dernier truc, c'est... Alors je le dis à ma façon quand même, Charles, parce que c'est un peu plus nuancé que ce que je vais te le dire là. Puis ma façon, elle est un peu trop sophistiquée. Ils te disent, les grandes équipes sont prioritairement fières de leur morale plus que de leur performance. En d'autres termes, résumé, tu vois, on est plus content de vivre quand on est beau, tu vois, que quand on est fort, que quand on est performant. C'est bien, putain, c'est bien, bravo, bienvenue chez les humains, putain, c'est bien, t'as bien joué au rugby, mec, putain, t'as bien joué avec tes collègues, putain, c'est bien, mec, bien, tu vois ça? Voilà, merci à vous. Je crois qu'il a répondu à l'une de mes questions. Hein. Ancien joueur, ancien entraîneur.
éducateur, mais surtout philosophe. Daniel Herrero. Chers amis, ne partez pas trop loin. Dans un instant, rencontre très privilégiée avec Gérard Mordillat, l'immense écrivain, le cinéaste. Il va venir nous parler de culture, de création, par temps de Covid. Je pense que ça va déménager. On commence dans 5 minutes à peu près.